tous les musulmans qui nous suivent présentement, qu'Allah exauce vos prières, vos vœux de ce vendredi. Bonne prière de vendredi à tous. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Bonjour le Faso. Merci de votre fidélité, merci d'être avec nous. Alors, il y a quelques jours, le monde éducatif a justement pris connaissance de cet arrêté-là du ministère de l'enseignement secondaire, conjointement avec le ministère aussi des serviteurs du peuple pour ex-ministère donc de la fonction publique. Cet arrêté qui réaménage les horaires scolaires, notamment les mardis et jeudis soirs dorénavant, les élèves n'auront pas cours. Ce sont des heures consacrées à d'autres activités. Aujourd'hui, nous avons décidé d'inviter donc le syndicat des travailleurs de l'éducation, notamment pour parler de ce sujet, savoir si c'est opportun, si ça arrange les élèves et le monde éducatif. On sera avec Koudrou Robert Kaboré, c'est notre invité de ce matin. Aujourd'hui, dans la rubrique revue de presse, nous serons avec Elhaj Amadé Soro et plus tard, on parlera sécurité routière, on parlera également des événements qui vont marquer ce week-end. Mesdames et messieurs, bienvenue encore à Bonjour le Faso. On s'installe confortablement. L'aventure démarre tout de suite et maintenant et nous démarrons avec la première rubrique. La découverte 2 nous amène à la découverte cette semaine du Sénat, le Centre national d'artisanat d'art de Ouagadougou. Et nous allons finir avec les témoignages que nous vous proposons pour cette semaine. On va terminer avec le témoignage du jour et on revient pour la suite. L'association des artistes de la nouvelle génération est créée depuis 1999 au Centre national d'artisanat d'art par les artistes qui y résident. Voilà. Donc l'association a pour but de promouvoir la culture burkinabé à travers la réalisation des expositions, la réalisation des formations et la promotion de l'art burkinabé au Burkina Faso. Donc notre association organise par moment des formations, des stages et nous postulons aussi à des projets, à des appels à projets pour trouver des financements et pouvoir réaliser nos activités. C'est un métier vraiment artisanal, soit traditionnel, que nous essayons de valoriser, que nous essayons de promouvoir. Et voilà, nous ne pouvons pas ne pas avoir de difficultés. Et la consommation locale de l'art, de l'artisanat est faible. Donc cela vraiment joue un peu sur nous. Et nous avons des difficultés en ce moment puisque la majeure partie des consommations, c'est les touristes qui passent au Burkina Faso. Et avec l'insécurité, nous subissons vraiment un dur labeur parce qu'on n'arrive pas à écouler nos produits, on n'arrive pas à vendre, on n'arrive pas en tout cas à faire bien nos activités. Donc cela joue vraiment sur nous et nous pensons qu'il y aura la paix au Burkina Faso. S'il y a la sécurité, nous pensons que tout ira bien. Nous ferons la promotion de la consommation locale et nous avons un pourcentage d'exportation qui est plus élevé et cela en tout cas ça fait le bien de tous les artistes qui en tout cas souhaitent à tout moment pouvoir vivre de leur travail. Donc j'ai là une sculpture à côté de moi que j'ai eu à réaliser. Et là, sa date de réalisation, c'est en 2019. Donc il y a eu une année de cela. Et c'est le thème que j'ai abordé pour réaliser cette œuvre, c'est la paix. Et la paix, je l'ai nommé la colombe de la paix. Donc l'œuvre représente en gros un oiseau, voilà, qui a les ailes élevées. Donc les ailes de l'oiseau se métamorphosent en un masque. Et le masque, c'est le symbole de la culture africaine, de la culture burkinabé. Donc, et la queue de l'oiseau, c'est la langue du masque, ce qui symbolise la communication. Où on parle de la langue, on parle de la communication, on parle des échanges.
Donc l'œuvre voilà, représente en fait un oiseau avec un masque et une langue qui symbolise la paix que j'ai voulu évoquer pour aussi contribuer à l'édifice de notre nation. Voilà, donc voilà, c'est une œuvre en bronze. Elle mesure au moins 80 cm sur socle en fer. Voilà. Et les ailes de l'oiseau laissent passer. Voilà. L'air, c'est l'ouverture d'esprit en fait. Voilà, ce passage symbolise l'ouverture d'esprit. Pour dire que pour atteindre la paix, il va falloir avoir une ouverture d'esprit pour échanger à travers la langue pour que nous puissions vivre en paix, à travers la communication. Donc on doit développer la communication, les échanges, on doit renforcer la solidarité, la cohésion sociale, voilà, pour que nous puissions vivre en paix. Ce matin, nous sommes avec Elhaj Amadé Soro pour les informations. Bonjour Elhaj. Bonjour Adeta. Bienvenue. Bonjour à tous. On va découvrir les titres d'abord. Absolument. Et nous commençons par le journal Aujourd'hui au Faso. À la une d'aujourd'hui au Faso, sommet sur le conflit des grands lacs de Lomé. Fort esquisse le dialogue made in Kishikedi. Burkina Faso, Royaume-Uni, une coopération pragmatique en crescendo. Ministère de la Construction de la Patrie, le soldat Mikaïlou Sidibé, bâtisseur du Burkina. Fonds d'investissement pour l'environnement, des condamnations par le TGI de Ouaga. Assemblée nationale en Côte d'Ivoire, Patrick Hachi tiendrait la corde. News du VSD, le ministre Poda touche du doigt l'usine de riz à Kienfagé. Le Burkina Faso dans la poule B. Professeur Abdoulaye Souma en deuil. TGI Ouaga 2, des auteurs des actes de rébellion aggravés jugés. La police municipale de Bobo collecte plus de 110 millions en 2025. Le général Camara pour approvisionner le Mali en carburant. À la suite du journal Aujourd'hui au Faso, place au journal L'Observateur parlera à la une de l'Obs, football et valeurs religieuses, quand l'humilité précède la victoire. Nohon Bakayoko Imam au Serfi et à l'AMB. Finale Cannes 2025, une bataille de fauves qui s'annonce féroce. Ce sera une véritable guerre des écoles et des sélectionnaires selon Lassina Sori Ouattara. Affaire de détournement de fonds publics, des peines prononcées par la justice. Une lettre pour l'AI il y a 10 ans, l'attaque des Capuchinons. TGI Ouaga 1, abus de confiance en escroquerie ou dépit amoureux. Quelle semaine horrible. Tirage Cannes féminine 2026, les éléphants encore sur le chemin des étalons. Nous poursuivons notre randonnée avec la presse burkinabé, cette fois-ci avec le journal Le Pays. À la une du pays, souveraineté et conquête du territoire, les noces apostoliques saluent les efforts du Burkina. MSGI, Roland Sonda passe les charges à Annick Pikbougoum Zingé Ouattara. Professeur Martial Zongo, juriste, à propos de la décision des USA de quitter 66 organisations et entités de l'ONU. Tout cela ressemble à une crise ou à un échec du multilatéralisme. Agression des occupants d'un véhicule de la BNF à Combisri, le meneur du mouvement condamné à 60 mois de prison ferme. Semaine de Poco, des techniques pour nettoyer sa brosse à cheveux et ses peignes. Mystère psychique et spirituel, on ose défier les sorciers que lorsqu'on a la parade parfaite, sinon vous êtes foutu, selon Roch Bakiono Popuri. Formation des enseignants titulaires des premières années bilingues, les encadreurs pédagogiques interpellés ALT, les commissions parlementaires bossent désormais sur le site de l'ancien Parlement. Place à présent au journal Les Quotidiens. À la une du quotidien Relations internationales, la Chine s'oppose à l'usage de la menace d'usage de la force.
Le PM à l'ambassadeur du Royaume-Uni. Toute coopération qui porte un caractère de domination sera dénoncée et rompue. Ministère de la Construction de la Patrie, Mikailou Sidibé, installé dans ses fonctions. Ni d'intérêt CIAO, la 18e édition prévue du 30 octobre au 8 novembre 2026. Détournement de fonds publics au FIA, des coupables condamnés. Armée de l'air, le footballeur Georgie Minungu fait un don aux orphelins. CAN féminine Maroc 2026, le Burkina dans la poule B avec la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud et la Tanzanie. Retrouvons maintenant les journaux, l'Express du Faso édité à Bobo Dioulasso, à la une de l'Express du Faso. Région du Guirico, les directeurs régionaux ont reçu les orientations 2026. Nouveau gouvernement, Mikailou Sidibé prêt pour la construction de la patrie. Autant le dire, nouvelle année, nouveau gouvernement, nouveau engagement au travail. Coordination nationale de lutte contre la fraude, Dr Mohamedi Kompaoré, appelle à la mobilisation pour 2026, résolution des conflits. Faso Bokaoré pour donner un nouveau visage à la justice burkinabé. Terminons par le journal Citoyen. À la une des Citoyens, immersion patriotique des classes intermédiaires. 22 292 élèves du Nazino à l'école du civisme, ministère de la Construction de la Patrie. Mikailou Sidibé affiche sa détermination à relever de nouveaux défis chroniques. On est lapide que l'arbre à fruits. Primature, Jean-Emmanuel Ouedraogo reçoit le nonce apostolique, une dynamique de coopération pragmatique réaffirmée avec le Royaume-Uni. Émile Zerbo, ministre d'État chargé de l'administration territoriale. La loi sur le statut de la chefferie coutumière et traditionnelle est un motif de fierté pour le Burkina Faso. Résolution des conflits communautaires, l'exploit des mécanismes endogènes dans les Kénédougou. Campagne de Messira, autorités et personnes vulnérables partagent un repas communautaire. Merci beaucoup, Elage, pour ces différents titres de l'actualité. On revient sur un sujet, il s'agit notamment de la loi sur la chefferie coutumière au niveau la chefferie traditionnelle au Burkina. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'on retient sur cette loi? On retient que c'est une grande évolution dans l'ordonnancement institutionnel du Burkina Faso, puisque désormais, les chefs coutumiers, je pense qu'il y a une liste qui les répertorie, c'est notamment les chefs des cantons, les chefs de terre, les grands chefs, ce qu'on appelle les dimans, et puis aussi les émirs. Il y aura un registre national qui va répertorier ces différents chefs-là, traditionnels et coutumiers. Car avant notre attelage administratif moderne, c'était ces chefs traditionnels et coutumiers qui administrait la population avant donc l'arrivée du colon. Et on s'est rendu compte que la cohabitation entre les deux systèmes n'a pas été que bénéfique, que ce soit pour les chefs eux-mêmes ou pour la nation dans son entièreté, notamment à l'occasion des joutes électorales. Pendant les campagnes électorales, on a vu, comme l'a dit le ministre Zerbo, des chefs coutumiers et traditionnels qui ont été traînés dans la boue, qui ont été insultés par la population, parce que il y a le fait que soit le chef coutumier est dans un parti et ses administrés sont dans un autre, et dans les jeux politiques, il n'y a pas de chef, on ne regarde plus le bonnet. Donc c'est pour effectivement remettre tout le respect qui sied à ces chefs coutumiers et traditionnels-là, que l'État a décidé donc de leur octroyer un statut. Ils auront un statut, et il y aurait même appris que s'ils ont des véhicules, on peut les donner des macarons comme ça en cas de contrôle. On se rend compte que c'est un chef. Il y a beaucoup d'innovations par rapport à cette loi-là, dont la condamnation de l'autoproclamation. On a vu dans certains villages où deux personnes réclament la même chefferie, par exemple. Alors il y a des sanctions qui sont prévues, qui peuvent aller jusqu'à 5 ans de prison, à quelque chose de 5 millions de peine.
si c'est aggravé. Donc c'est pour dire que c'est pour organiser en réalité le vivre ensemble et la cohabitation avec le droit moderne. Tout cela, c'était une doléance qui avait été soulevée par beaucoup de personnes depuis très longtemps. Et aujourd'hui, avec la dynamique actuelle, sous la conduite du capitaine Ibrahim Traoré, notamment la révolution progressiste populaire, on a donc voulu réparer une injustice qui est aussi faite aux chefs coutumiers, mais aussi mettre en garde ces mêmes dépositaires de l'autorité traditionnelle ou coutumière qui ne respecteraient pas effectivement le bonnet. Et je sais que quand la loi est déjà votée, bientôt elle sera promulguée. Quand cette loi va être promulguée, vous allez voir, vous allez constater un grand changement dans le comportement de ces chefs coutumiers et religieux et traditionnels, excusez-moi, parce que, comme je l'ai dit, nous ne sommes pas en campagne électorale pour l'instant, mais ça peut arriver. Les joutes électorales, la position partisane, et dans une même des dispositions de la loi, si un chef coutumier veut faire de la politique, il doit démissionner carrément pour ne pas entretenir effectivement cette confusion qui peut y arriver. Donc, comme l'a dit le ministre, c'est un motif de fierté pour le Burkina Faso parce qu'on voit dans certains pays, notamment les pays modernes, qui ont des dispositions qui permettent de reconnaître la légitimité de ces chefs traditionnels-là. Vous allez voir que même en Europe, il y a beaucoup de royaumes. Vous voyez la Belgique, le Danemark, etc. Même l'Espagne, c'est des royaumes. Il y a des rois qui sont là, même si leur rôle là, c'est honorifique. Mais ils sont considérés dans le protocole, donc dans l'attelage administratif, dans l'attelage institutionnel du pays. Donc pourquoi pas aussi au Burkina Faso, parce que lorsque les chefs sont dépolitisés, ça veut dire qu'ils peuvent continuer à jouer leur rôle traditionnel, qui est souvent d'encadrer les populations, de résoudre en fait les différends qui pourraient exister entre la population. Et d'ailleurs même au niveau de la justice, on a vu que le droit coutumier va faire désormais partie de notre dispositif juridique et juridictionnel pour dire que s'il y a des problèmes, et aussi peuvent trancher à leur niveau pour qu'ensemble les deux droits, coutumiers et modernes, puissent cohabiter pour le bonheur de la population burkinabé. Bien sûr. Et on termine avec ce sujet en lien avec l'Iran. Absolument. Il faut donc dire que toutes les lèvres étaient suspendues, les souffles étaient suspendus à travers le monde, car tout était vraiment indiqué que les États-Unis allaient frapper l'Iran. Il y a eu plusieurs déclarations du président Donald Trump. On a vu également un mouvement incessant de navires de guerre, de positionnement. La grande base militaire américaine qui est au Moyen-Orient, notamment au Qatar, à l'Odeid, les avions qui étaient au parking, on les a déplacés. Tout cela, ça montrait que l'attaque était imminente. Quand on va regarder les causes qui sont avancées par le président américain Donald Trump, c'est que le régime iranien massacre les manifestants. C'est vrai qu'il y a eu des protestations en Iran, des gens sont sortis pour réclamer les meilleures conditions de vie, etc. Parce qu'il y a une inflation, il y a une crise économique qui est là. Mais ce qu'on oublie aussi de dire, c'est que ça a été instrumentalisé par les ennemis de l'Iran, notamment de l'extérieur. Et c'est ça qui a fait que, effectivement, le président américain avait déclaré que si c'est répression donc des manifestants ne cesse pas, il allait donc intervenir. Mais, contre toute attente, les avions avaient déjà décollé pour aller frapper l'Iran, mais pendant que ces avions étaient en mouvement vers l'Iran, les pilotes ont reçu l'ordre d'annuler l'opération. Et c'est après coup maintenant qu'on s'est rendu compte qu'il y a eu un intense travail diplomatique qui a été mené par des alliés, entre guillemets, de Washington dans la région, notamment
les Saoudiens, les Turcs et d'autres pays encore comme Oman, qui ont réussi donc à convaincre Donald Trump de ne pas aller jusqu'au bout dans cette opération. Car les répercussions pourraient être très dangereuses pour la région. Parce qu'il faut quand même que les avions de guerre américains puissent utiliser, traverser l'espace aérien de ces pays-là pour pouvoir attaquer l'Iran. Et l'Iran aussi a été catégorique. Tout pays qui collabore avec les États-Unis dans cette attaque-là, ce pays ne sera pas épargné. Et on a vu l'année passée, quand il y a eu la guerre de 12 jours entre Israël et l'Iran, on a pu mesurer la capacité militaire actuelle donc, de l'Iran avec ses missiles balistiques qui ont même été utilisés pour frapper une base américaine qui était donc au Qatar, notamment à l'Odeid. C'est pour dire qu'aujourd'hui, s'il y a une déflagration dans la région, aucun pays ne sera épargné. Donc tout cela a pesé dans la balance et finalement, le président américain donc, a décidé d'annuler l'opération qui était destinée, selon certains observateurs, à décapiter le régime iranien, à faire en sorte que les gardiens de la révolution, que la révolution islamique d'Iran puisse être remplacée par un mouvement laïque, notamment avec le petit-fils du dernier Shah d'Iran, qui est actuellement aux États-Unis. On veut donc faire chuter le régime donc des ayatollahs pour le remplacer par un autre régime laïque qui serait plus coopératif, plus conciliant envers l'Occident et surtout envers Israël qui est dans la région. Donc, nous-mêmes qui sommes ici au Burkina Faso, en Afrique en général, si cette guerre a eu lieu, nous ne serons pas épargnés. Vous savez très bien que la plupart du pétrole, des carburants qui est utilisé, provient, n'est-ce pas, de cette région. Et l'Iran donc a déclaré que si il était frappé, il allait cibler les puits de pétrole donc dans les pays de Golfe, etc. Et cela va contribuer à renchérir le coût donc du carburant et ça allait plonger le monde dans un chaos. Donc heureusement que la frappe n'a pas eu lieu, mais il faut dire mais parce que c'est une reculade pour mieux sauter ou bien c'est un abandon complet de l'opération. Le président américain Donald Trump a déclaré que lui-même, il a affirmé, il a informé les Iraniens qu'il n'allait plus procéder à cette frappe-là. Mais avec les Américains, il faut être prudent. C'est week-end-ci. Absolument. Merci beaucoup, Elhaj. Merci. On va maintenant marquer une petite pause, le temps de retrouver notre invité du jour. Nous recevons ce matin Kodzgo Robert Kaboré, secrétaire général du SINAFEB, entendez par là le syndicat national des fonctionnaires de l'éducation du Burkina. Bonjour à vous, monsieur Kaboré. Bonsoir, madame Ninkema. Bonsoir, chers téléspectateurs. Bonsoir, nous sommes bonjour d'abord. Bonjour plutôt. Puisque nous sommes à 8h et c'est que ça se passe en direct. Merci bien. C'est ça. Bienvenue. Et une question d'actualité déjà pour commencer, parce que à la tête de votre ministère, il y a un nouveau ministre, à la personne du professeur Moumouni Zougrana. Comment vous appréciez sa venue? Bon, je pense que je dois d'abord saluer les plusieurs autorités avec leur vision et que l'ancien ministre aussi a eu à mettre de la terre à la terre dans la construction de notre nation. Et le moment est venu qu'il soit remplacé par M. Moumouni Zougrana. Je crois qu'il sera très tôt pour nous de dire quoi que ce soit. Mais quoi qu'il en soit, on verra le maçon au pied du mur. Et nous espérons qu'il pourra en tout cas incarner la vision si effectivement il prend en compte toutes les critiques positives et aussi n'est pas tergiversé avec... en fait, c'est l'entourage par moment le problème. L'entourage peut vouloir t'induire en erreur, il y a tout ça. Donc, que Dieu lui donne en fait cette vision ou encore ce flair-là de pouvoir détecter
voilà, certaines situations qui pourront mettre à mal sa mission. Et bonne arrivée à lui. Et comme nous sommes dans une nouvelle année, est-ce que le SINAFEB, votre syndicat, a peut-être déjà élaboré un plan d'activité ou sinon ça ne se fait pas généralement? Bon, nous c'est le plan, le programme d'activité que nous élaborons. Vous savez, avec notre plateforme qui est notre référentiel, et bien qu'on a déposé, qui est en train aussi de connaître certains points sont en train d'être résolus par le gouvernement. Donc, et sur cette base-là, nous ne pouvons qu'aller pas à pas et en élaguant point par point. Okay. Donc, et nous disons merci aux plus hautes autorités. Vous savez que vous nous avez reçus plusieurs fois ici sur la question de la loi 81 et il y a beaucoup d'autres points sur lesquels on est en train de pouvoir avancer sereinement, même si les gens disent que les syndicats ne font rien aujourd'hui, mais donc on ne les entend plus. On les entend sur le terrain. En ce qui concerne le SINAFEB, ces points sont pris en compte par le gouvernement actuel, ce qui n'était pas le cas avec les gouvernements précédents qui nous prenaient comme des gens qui étaient là pour s'amuser. Nous sommes un syndicat de vision, donc je crois que les choses bougent à notre niveau. Et c'est parce que les choses bougent que le SINAFEB est silencieux? Non, le SINAFEB donne de la voix et à travers vos plateaux et autres. Mais il faut savoir que ma propre personne en tant que secrétaire général, mon mandat prend fin cette année. Ça fait mon deuxième mandat et je vais laisser la place à d'autres personnes qui, carrément en septembre, voilà, je vais laisser la place à d'autres personnes et être dans un coin en tant que consultant et conseiller pour pouvoir faire bouger davantage la défense des intérêts des travailleurs. Cette année, pour l'année scolaire 2025-2026, on a assisté à la mise en place du conseil de l'école, en lieu et place des APE, les associations des parents d'élèves, avec pour le conseil de l'école, c'est une cotisation de 1000 francs. Et je sais que c'était aussi... en son temps, quand on parlait d'association des parents d'élèves avec une cotisation de 5 000 ou plus selon les établissements, ça faisait partie aussi de votre lutte de pouvoir réguler ce secteur-là. Alors aujourd'hui, avec un conseil de l'école, cotisation à 1000 francs, est-ce que... C'était pris en septembre 2024. Alors, et depuis, moi je suis là, depuis 40 ans, quand nous étions à l'école primaire, les cotisations me mettaient à 1000 francs. Donc nous avons critiqué cette façon de conseiller les ministres à prendre des décisions en tout cas inopérantes. 1000 francs, on ne peut rien faire. Si vous partez dans les établissements, vous aurez constaté que certains fondateurs, certains responsables d'établissements, bon, vous appellent pour dire, ah, comme on payait par exemple 5 000 et on a dit de payer 1000 francs, bon, revenez prendre votre reliquat. Mais si par exemple, tu es un parent qui est soucieux, tu vas dire, bon écoutez, comme ça permet à l'école de fonctionner, vous pouvez laisser. Mais véritablement, la cotisation de 1000 francs n'est pas ça. Puisqu'ils ont dit contribution à la vie de l'école. Et qui dit contribution à la vie de l'école, nous avons dit, c'est pas uniquement financier. C'est pas financier. Donc l'arrêté est très mal élaboré. Donc, et aussi, la vie de l'école, ça concerne toute la communauté. Voilà pourquoi au sein du conseil de l'école, il y a des représentants de communautés religieuses, des conseils, en plus des parents d'élèves. Donc, ça part de la communauté en même temps. Oui, mais les parents d'élèves font partie de la communauté. Donc, c'est la communauté qui doit s'occuper de la vie de l'école. Oui. Toute la communauté entière doit contribuer à la vie de l'école. Quand vous laissez encore parents d'élèves, c'est comme si, en réalité, on continuait sur l'ancien format, mais de façon voilée, pour masquer certaines choses. Ça ne peut pas marcher. Il faut travailler de telle sorte que toute la communauté puisse prendre en charge, puisse contribuer à la vie de l'école. C'est comme ce qu'on dit face au Mébo. Donc, c'est toute la communauté qui doit véritablement s'impliquer en apportant en tout cas un soutien, que ce soit en nature, que ce soit en financier, pour pouvoir amener l'école à pouvoir aller de l'avant. Sinon, si on prend un arrêté, donc dire, prendre une disposition de l'arrêté, dire voilà, c'est contribution à la vie de l'école et dire c'est une contribution financière de 1000 francs, ça ne veut rien dire.
hein, c'est aberrant. Vous voulez dire Voilà. que c'est peu ou bien? Premièrement, c'est peu au vu des dépenses que les écoles doivent supporter. Et il y a, par exemple, des constructions d'infrastructures, il y a d'autres choses. Or, au niveau de l'école, il y a un plan d'action qui est élaboré avec un budget bien déterminé. En fonction du nombre d'élèves, on fait une division euclidienne pour dire, bon, chaque élève doit payer tant de francs. Chaque parent d'élève doit contribuer à tant de francs pour pouvoir, en tout cas, exécuter convenablement ces actions-là. Mais si on s'assoit, eh bien, on prend des décisions de façon, je ne sais pas, irréfléchie, ça pose un sérieux problème. C'est ça qui fait que nous ne sommes pas d'accord avec les 1000 francs. Et au niveau des établissements, ça piétine, c'est-à-dire que ce n'est pas de nature à faire avancer les choses. Merci de nous éclairer sur ce sujet. Maintenant, on va parler du sujet du jour, notamment en ce qui concerne cet arrêté également. On se souvient, il y a quelques jours, le ministère de l'enseignement secondaire et celui des serviteurs du peuple, donc l'ancien ministère de la fonction publique, ont sorti cet arrêté-là sur de nouveaux horaires de travail dans votre secteur, Monsieur Kaboré, pour les élèves, mais aussi pour le personnel éducatif. Dorénavant, il n'y a plus cours les mardis soirs et les jeudis soirs. Je veux parler de cours en classe, même si on va revenir sur les activités de ces soirs-là. Alors déjà, qu'est-ce que vous pensez de ce réaménagement horaire? Bon, le réaménagement horaire, c'est dire qu'on réaménage les horaires de travail à l'école si on arrive à donner de contenu au nouveau qu'on veut, en tout cas faire intervenir. Les heures qu'on a libérées là. Voilà, les heures qu'on a libérées et les remplacer par des activités péri- et para-scolaires et même du sport. Qu'est-ce que ça veut dire d'abord quand on parle d'activités para-périscolaires? Premièrement, il faudrait reconnaître que l'enseignement théorique à l'école, vous savez, l'école c'est une institution sociale dont la mission principale c'est d'éduquer les enfants, les adolescents, voilà, qu'on nous confie à l'école. Oui. Maintenant, et au-delà de l'enseignement théorique qu'on reçoit dans les classes, eh bien, il fallait imaginer que l'école est c'est le terreau même de toute la culture. Voilà, c'est un centre culturel où l'école doit refléter le milieu. Donc, il y a certaines activités, comme les activités périscolaires, c'est-à-dire des activités qui se déroulent autour de l'école, mais ils ne sont pas, on ne peut pas les enseigner en classe. Mais c'est en fonction de l'enseignement reçu en classe qu'on doit aller faire la pratique sur le terrain. Donc ça donne de l'expérience à l'élève. Maintenant, toutes les disciplines confondues, chaque discipline en fonction du contenu enseigné en classe peut en tout cas imaginer des projets pour pouvoir intervenir au niveau périscolaire. Ça veut dire quoi? Bien, l'enseignant en ce moment-là doit avoir des idées. L'enseignant doit pouvoir élaborer des projets allant dans le sens qui doit prendre en compte aussi la vie du milieu. Si par exemple, nous voulons parler d'agriculture, l'agriculture c'est obligatoire. Donc l'enseignement de l'agriculture, eh bien, on ne peut pas rester en classe pour le faire. Donc, il faut aller au niveau du champ scolaire, voilà, du jardin scolaire, pour pouvoir amener les enfants et à pouvoir comprendre comment les choses évoluent. Et ce n'est pas uniquement l'enseignant qui est souvent celui-là qui intervient comme éducateur. Voilà, si vous voulez parler de la flore, vous pouvez aller voir les agents de l'environnement qui peuvent venir, mais ça ne répond pas aux mêmes méthodologies classiques que nous avons à faire en classe. Donc, et quand, par exemple, des gens arrivent à introduire ce qu'on appelle activité parapériscolaire et on prend des temps donnés, bon, ça n'a pas de sens. Il faut qu'à un moment donné, on accepte aussi aller vers les praticiens du terrain.
Voilà, il ne suffit pas de s'asseoir, prendre activité périscolaire, parascolaire, on dit qu'on va les dispenser mardi soir, jeudi soir. Est-ce que ça sera encadré? Ce que moi je veux savoir, est-ce que c'est aux enseignants d'organiser leurs élèves pour que mardi soir et jeudi soir, on élabore des activités parascolaires, périscolaires ou sportives à faire, ou bien vraiment c'est laissé à chaque élève de s'organiser? Voilà, on devrait d'abord commencer par là. C'est dire que l'enseignement périscolaire, c'est l'ensemble des activités, des actes ou de production, des travaux qui sont menés à côté autour de l'école. C'est-à-dire ce qu'on a dispensé en classe, bien, si par exemple au niveau de la 4e, ou encore on a essayé de parler de fusion ou de fission, il faut un laboratoire. Donc il faut un laboratoire où aux heures du professeur, il peut faire le cours théorique, mais il faut aller aussi sur le terrain pour pouvoir amener l'enfant à comprendre et à tirer quelque chose. Donc l'importance de ça, c'est quoi? Il y a d'abord une valeur éducative. Donc on amène l'enfant à la pratique. Quand aujourd'hui on dit que l'école est improductive, c'est ça aussi. On a passé tout le temps à mettre l'accent sur la question théorique, mais la question pratique, on n'en fait pas cas. Or, on ne peut pas détacher 2 heures de mardi, 2 heures de jeudi pour dire que non, on va faire activité périscolaire. Non, c'est aberrant. C'est aberrant en ce sens que les activités et périscolaires sont des appuis à l'enseignement théorique reçu en classe. Donc le professeur peut aménager son temps au niveau de son emploi de temps pour que même si j'ai fait par exemple 3 heures de cours, je peux faire 2 heures de pratique et 2 de théorie et 1 heure de pratique. Ça devrait être inclus dans l'emploi du temps normal. Dans l'emploi du temps normal du professeur. Parce que quand vous dites comme ça, quel professeur doit occuper ces heures-là? Voilà, c'est ce que moi je veux savoir. Est-ce que l'arrêté, il précise que quand c'est vous qui avez cours, en principe, selon le programme peut-être... En fait, c'est un arrêté bancal. C'est un arrêté bancal en ce sens que ça donne une confusion même au sein de l'équipe pédagogique. Qui doit occuper... Voilà, les enfants à telle heure. Qui doit encadrer les enfants à telle chose? Or, l'enseignement de ces activités-là, c'est des questions de cours interactifs. C'est des questions, ça ne répond pas aux mêmes méthodologies que nous faisons en classe, par exemple, comme je vous l'ai dit. C'est des questions d'exposé débat, c'est des questions de terrain. Si nous voulons comprendre quelle est l'histoire du Moro, par exemple, il y a le musée national qui est là. On peut élaborer une enquête, une fiche d'enquête, et préparer les enfants, et on va arriver au niveau du musée avec le concours du guide, pouvoir arriver à comprendre, et les enfants vont venir faire un résumé. Ça reste une bonne fois. Ils ont allié pratique et théorie. Maintenant, vous avez pris des exemples, mais je voudrais qu'on éclaire davantage. Qu'est-ce qu'on doit loger dans activités sportives, parascolaires, périscolaires, de production et des activités qui contribuent à la formation de l'élève? Alors, qu'est-ce qu'on doit loger dedans? Donc, quand on prend activité périscolaire, ça doit respecter le programme officiel. Or, l'activité parascolaire, ça c'est facultatif. C'est comme vous parlez de kermesse, de semaine culturelle. Mais il y a depuis longtemps, le ministère de l'Éducation, d'une manière générale, est déconnecté de l'aspect culturel pour former un ministère à part. Une éducation sans culture, ça ne va pas. Donc ça fait qu'à un moment donné, on se dit que bon, comme un ministère de la culture, bon, c'est pas nécessaire au niveau de l'éducation qu'on s'époumonne encore sur ça. Sinon, il y a tout ça, il y a ça sur l'emploi de temps. Or, la culture là ne se limite pas à encadrer les stars, m'excuse, à encadrer des stars, à faire semaine nationale de la culture, mais avant c'était les enseignants qui formaient ces troupes pour aller à la semaine nationale de la culture. Mais vous déconnectez tout et vous voulez qu'il y ait un contenu d'enseignement, d'éducation conformément à nos réalités socio-culturelles. C'est pas possible. Qu'est-ce qui est fait au niveau du ministère de la culture? Nous voulons bien comprendre, en lien avec l'éducation. Vous allez voir des gens qui vont sortir des chansons bobarba. C'est pour faire quoi?
l'aspect éducatif là, c'est quoi? Or, au niveau de l'enseignement, on essayait d'évaluer tout ça. C'est pas le vacarme qui importe, c'est le message qui est véhiculé par la musique qui doit être l'essence, voilà, de la culture. Donc, à ce niveau, c'est pour vous dire que quand on prend ces activités para-périscolaires, ça prenait en compte les aspects culturels. Mais quand on prend parascolaire, où par exemple des enfants vont faire des sorties pour aller pique-niquer, ça n'a pas de sens. Alors, est-ce qu'on risque dans la pratique de se retrouver au fait que en fait, personne, que ce soit les enseignants ou l'administration de l'école, ne définissent des activités aux élèves. C'est-à-dire qu'on les libère seulement les mardis soirs et les jeudis soirs dans la pratique. Est-ce qu'on risque de se retrouver à ça? Oui, puisque en principe, dans la pratique de l'enseignement de ces activités-là, c'est laissé à l'enseignant d'imaginer en fonction du contexte. Mais avec des moyens aussi souvent, hein, si vous voulez aller sur le terrain. Oui, avec les moyens, mais on ne met pas les moyens, on ne met pas des moyens entre les mains des enseignants. Donc, ils vont se contenter du peu qu'ils ont. Par mois, c'est leur salaire qu'ils utilisent pour faire certaines activités. Ou sinon, les élèves risquent de chômer, enfin, de chômer juste mardi soir. Mais je pense que le nouveau ministre qui vient d'arriver doit comprendre. Parce qu'au niveau du secondaire, vous m'excusez, les camarades du secondaire, ils n'ont jamais fait ce qu'on appelle l'activité para-périscolaire. Donc, chaque professeur vient, il rentre, il fait son cours, et puis il sort. J'ai enseigné au secondaire. Voilà, des classes de seconde, de première, etc. Mais quand je rentre faire mon cours, je ressors, ça s'arrête là. Or, je faisais quoi? La philosophie. Donc, si je dois enseigner la philosophie, il faudrait en retour voir, est-ce que dans mon milieu-là, à partir du moment où le blanc pense que nous n'avons pas de philosophie, donc on doit pouvoir identifier au niveau de notre culture, quelles sont les personnes ressources vers qui on doit aller pour comprendre certaines notions enseignées en philosophie, telles que la liberté, la conscience, l'inconscient, etc. On doit pouvoir aller vers ces personnes-là pour voir qu'est-ce qu'eux entendent dans notre contexte social-là, ce que ça veut dire. Quelles sont les limites, Donc, il y a tout ça. Or, si tout ça c'est pas fait, nous allons toujours dire que nous n'avons pas, en tout cas, comment on appelle ça, de connaissances au niveau de nos sociétés. Voilà pourquoi le blanc arrive à nous manipuler par ce qu'il veut. Il définit sa trajectoire. Il sait que dans 10, 20 ans, j'aurais pu détruire toute cette génération. Ceux qui vont venir ne peuvent plus les rattraper, mais eux, ils sont détruits. Ils vont partir. Ils laissent un vide. Le temps que vous colmatez les brèches, ça serait difficile. Mais je pense que le ministre doit comprendre que cet arrêté-là, il faut très rapidement revoir, parce que si c'est à l'école primaire, l'enseignant de l'école primaire, par exemple, c'est que il y a ce qu'on appelle les activités pratiques de production, c'est inscrit. Donc, ils organisent les enfants pour pouvoir faire certaines choses. Mais au secondaire, il n'y en a pas. Et les enseignants ont raison de ne pas comprendre pourquoi on prend de telles décisions au deuxième trimestre. C'est ça aussi. Voilà, et c'est quel contenu on donne à ces activités para-périscolaires. C'est ça qu'il faut préciser. C'est ça. Et surtout aussi même la responsabilité. Qui doit faire quoi. Voilà, donc il ne suffit pas de faire du couper-coller. Donc il y aura des compléments forcément. Il faut oui, j'ai dit au niveau de nos ministères, vous m'excusez, nous ne sommes pas des experts, mais les experts déçoivent souvent. Parce qu'il faut conseiller dans le sens, avec la réalité du terrain, pour pouvoir orienter dans le bon sens, pour qu'on puisse se développer. Il ne suffit pas d'être là avec des titres de capacité, mais dans la pratique, là, on est nul. Sinon, on ne peut pas prendre un arrêté pareil pour pouvoir l'imposer. Vous allez voir que immédiatement, des enseignants qui ne vont pas le faire, vous allez voir des circulaires qui vont sortir, dire, bon, s'ils ne le font pas, on va les sanctionner. Non, vous leur avez donné quoi pour qu'ils le fassent et ils ne l'ont pas fait. Il faut aussi de la formation. Les enseignants du secondaire ont besoin de cette formation pour pouvoir exécuter à bien cette mission. Si c'est au primaire, je pense qu'il n'y a pas de débat. Voilà, donc,
c'est pour cela que nous avions en son temps, depuis l'année passée, quand ils ont voulu introduire l'éducation civique, vous voyez qu'actuellement, il y a une opération pilote où c'est l'armée qui va venir pour faire l'immersion patriotique au niveau des classes intermédiaires. Voilà donc. Et ça c'est dans le cadre même des activités périscolaires. Donc, l'éducation civique, c'est normal. L'éducation à la citoyenneté, l'assainissement, l'environnement, l'hygiène, tout cela, ce sont des activités périscolaires. Ça, c'est obligatoire. Maintenant, ce n'est pas forcément l'enseignant qui doit le faire. Il y a des personnes de sources qu'on prend pour pouvoir accompagner l'enseignant. Et l'enseignant est là pour encadrer afin de trouver un résumé avec les élèves pour que ça puisse pouvoir passer et que ça permet aussi, c'est des occasions, des tremplins et des moyens par lesquels on doit passer pour que les élèves puissent produire. Vous l'avez dit, hein, ça intervient, cet arrêté intervient et sera, parce qu'on a dit que ça doit être appliqué dans l'immédiat au deuxième trimestre. Est-ce que ça ne risque pas aussi de chambouler l'emploi du temps, que ce soit des professeurs qui ont déjà fait leur emploi du temps et puis aussi l'administration, les élèves? Est-ce que ça ne risque pas d'avoir des conséquences sur la suite? Bon, les conséquences déjà, immédiates, c'est quoi? On ne sait pas qu'est-ce que l'enseignant va aller donner en termes d'enseignement. Est-ce que le temps même va suffire pour dispenser maintenant les cours normalement? Voilà. Pour les classes d'examen, souvent on sait que certains enseignants sont obligés même de faire des cours de rattrapage. Si on doit enlever deux soirées dans la semaine. Voilà, et là également, il y a un souci, puisqu'il y a les questions de programmation des devoirs et autres. Voilà, mais je dois donner un contenu de formation aux enfants. Et je dois les évaluer. Oui. On prend tout mon temps. Même tous ceux qui sont là en train de prendre ces textes, ils sont dans l'administration. Là. Si on leur dit de travailler de lundi à samedi, ils vont marmonner. Ils vont se plaindre. Donc, ce n'est pas parce que on peut s'asseoir. C'est vrai, nous sommes dans une dynamique de révolution, mais il ne faut pas profiter de la révolution pour introduire des insanités. C'est un peu ça. On ne peut pas se permettre. C'est quel professeur qui doit dispenser son cours les mardi et jeudi soir et quel professeur ne doit pas dispenser? Si par exemple j'ai des cours à dispenser pour sciences d'observation, PEC, histoire, géo, etc. et tout cela doit être compris dans activités pratiques et choses. Périscolaire, parascolaire. Bon, qu'est-ce que je fais? C'est ça. Donc, tout ça même, si on demandait à ceux-là qui ont conseillé les ministres de signer ce document, ils ne savent même pas ce que ça veut dire activité périscolaire, activité parascolaire. Donc, à plus forte raison, quel contenu donner à ça pour exiger des enseignants de tout faire pour appliquer ça immédiatement. Voilà. Donc, finalement, il faut que les enseignants et les élèves s'adaptent en attendant peut-être d'autres précisions. Ah oui, tant qu'il n'y a pas de précision, entre les enseignants même, bon, ça sera compliqué. C'est-à-dire l'équipe enseignant, c'est-à-dire que ce soit l'administration et les enseignants dans les classes, il faut une concertation entre ce personnel-là pour voir qu'est-ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quel contenu on nous a dit de faire pour ne pas faire? Il ne faut pas que quelqu'un dise, moi je suis proviseur, je suis directeur provincial, je suis directeur quoi. Je dois obliger les enseignants à faire, mais tu leur as donné quoi comme programme pour qu'ils fassent? C'est ça aussi. Donc il faut mûrir la réflexion, élaborer un programme bien clair et pour permettre à chaque enseignant qui doit intervenir de savoir à quoi s'en tenir. Sinon on ne peut pas jeter comme ça les gens en pâture pour dire après c'est sorti dire que les enseignants ne veulent pas travailler. Ça va arriver. Or, c'est pas comme ça. Techniquement, ça ne marche pas. C'est comme si on vous donne 10 000 et une pioche. Hein, et on vous dit de tout faire pour que le 1000 là puisse pousser et on ne vous donne pas de terrain. C'est où vous allez semer, c'est où vous allez, comment vous allez labourer. Vous ne pouvez pas. Donc, quelque part, il faut que la population comprenne que cet arrêté-là, c'est pas un arrêté fait par des techniciens. Ce n'est pas un arrêté fait par des professionnels de l'éducation. Donc,
et que la population doit comprendre que moi, en tant que père, je ne peux pas accepter qu'une activité parascolaire qui est facultative, c'est-à-dire bal de fin d'année, on puisse l'inscrire comme ça, comme chose dans un emploi de temps. Bon, si j'arrive en tant qu'activité parallèle à l'école, je vais demander aux enfants de nous parler de ce que c'est que les bals de fin d'année. Qu'est-ce qu'on fait là-bas? Il y a tout ça. Donc, sur ça, il faut qu'on arrête de sogifier les choses. Les enseignants, par exemple, ou encore de les jeter en pâture. Cette façon de concevoir est inopérante. Ça ne peut pas prospérer. Ça ne peut pas faire avancer notre pays. Or, l'école est là pour le développement social, économique de notre société. Merci beaucoup, Monsieur Kaboré, Monsieur que notre temps est terminé. On va devoir s'arrêter ici pour ce matin. Merci d'être passé. Donc, on a compris à travers vos échanges qu'il va falloir attendre encore un peu plus de précision pour permettre aux enseignants et au personnel éducatif de mieux travailler et de mieux occuper les élèves les mardis et les jeudis soirs pour ces activités-là. Merci beaucoup. Merci de nous avoir invités plutôt. Et bonne année. Merci beaucoup, et monsieur. Plein succès à votre média. Merci beaucoup. Et pour que vous puissiez continuer à éclairer la lanterne de la population par l'information. Merci. Monsieur Koudzougou Robert Kaboré, le secrétaire général du SINAFEB, entendez par là le syndicat national des fonctionnaires de l'éducation du Burkina. On s'arrête ici pour l'entretien de ce matin. On marque une petite pause, juste après on parlera de sécurité routière. Nous recevons ce matin M. Nema Palenfo de Victoire Auto-École pour la chronique sécurité routière. Bonjour M. Palenfo. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci bien. Alors ce matin on parle des signaux d'intersection et de priorité. C'est un thème en lien avec la sécurité routière justement. Qu'est-ce qu'on doit comprendre par signaux d'intersection? Merci bien. Voilà, sinon le thème, c'est les signaux d'intersection et régime de priorité. C'est voilà, ça. D'accord. Ok. Donc, quand on parle de signaux d'intersection, c'est pour dire que quoi? C'est tout type de panneau donc, qui signale soit l'approche d'une intersection ou bien déjà que vous êtes à l'intersection. Pourquoi il dit l'approche? Parce qu'il y en a qui sont ce qu'on appelle des signaux avancés, c'est-à-dire c'est des panneaux qui sont positionnés bien avant l'intersection, donc pour prévenir le conducteur qui va aborder une intersection. Mais il y a d'autres qui sont déjà même donc en position, c'est-à-dire à l'entrée de l'intersection et qui parlent justement de régime de priorité. D'accord. Donc, c'est en même temps un cours de panneau qu'on va avoir. C'est ça. On verra les images tout à l'heure. Quelle est justement la règle de priorité lorsqu'on aborde une intersection? Ah, d'accord. Bon, là, on ne peut pas d'office comme ça pour dire que quand on aborde une intersection, voici le régime de priorité. Non, tout dépendra donc du panneau que vous avez eu à rencontrer. D'accord. Donc, partant de là, si on peut découvrir quelques panneaux, donc on va expliquer au fur et à mesure. Donc, si on peut aller avec la première image, s'il y en a. D'accord. D'accord. Oui. Donc la lecture, c'est quoi? Priorité ponctuelle à la prochaine intersection. Ça, c'est ce qu'on a raccourci à l'école. Sinon, la vraie lecture de ce panneau, c'est quoi? Une flèche barrée qui est placée sur une route à grande circulation et qui annonce une intersection avec une route secondaire. Attention à l'intersection, priorité à ceux circulant sur la route à grande circulation. Vous voyez que c'est long, non? Mais ça dit tout. Alors, c'est pour dire que quoi? Dans la définition, la lecture, on a dit que quoi? Que la flèche barrée est placée sur une route à grande circulation. C'est pour dire que c'est ceux qui ont rencontré ce panneau-là qui seront prioritaires à l'intersection. Mais ça se limite seulement à la prochaine intersection après avoir dépassé ce panneau, parce que c'est un signal avancé. Il annonce que l'intersection vient. Et une fois que vous arrivez à l'intersection, vous serez prioritaire par rapport à ceux qui viennent sur la route transversale. On peut avancer ici, il y a d'autres images ici. Okay. Voilà, celui-là, début ou rappel d'une route à caractère prioritaire. D'accord? Alors maintenant, lui, son domaine de priorité est beaucoup plus étendu par rapport au panneau qui vient de passer là. D'accord? Parce qu'avec le panneau qui vient de passer, c'est uniquement à l'intersection qui vient après le panneau là que vous serez prioritaire. Sinon après ça c'est fini. Alors que celui-là, il dit qu'une fois que vous l'avez franchi, à commencer par la prochaine intersection et en allant jusqu'à toutes les intersections là que vous serez prioritaire par rapport aux autres usagers venant sur la route transversale. Si on peut avancer encore. Voilà, par contre lui là maintenant, donc il met fin à tout régime de priorité précédente. C'est pour dire que quoi? Le panneau qui vient de passer là, il vous avait donné
Donc une large priorité, à commencer par la prochaine intersection, en allant à toutes les intersections, jusqu'à ce que vous ayez rencontré ce panneau-là. Une fois que vous franchissez celui-là, vous n'avez plus la priorité. Donc à la prochaine intersection, là, ceux qui viendront sur la route transversale là, seront prioritaires par rapport à vous. Donc si on peut avancer encore. Okay. Voilà, ici. Donc ça, c'est un signal de position. Voilà, vous voyez ça, c'est le passage. Donc lorsqu'il est simple comme ça, sans mention de distance, il est en position. D'accord? Ça veut dire que là où il est implanté, là, c'est déjà l'intersection. Alors, donc, si vous le rencontrez, comme on vous dit de céder le passage, ça veut dire que vous n'êtes pas prioritaire. Alors, vous allez devoir céder le passage à gauche et à droite. S'il s'agit d'une intersection ordinaire, c'est-à-dire que deux routes qui se croisent comme ça, donc vous allez céder le passage à gauche et à droite. Mais implanté comme ça devant un rond-point, ce qu'on appelle le carrefour à sens giratoire là. Donc, vous allez faire quoi? Regardez à gauche les usagers qui sont déjà dans l'anneau là. Donc, ils seront prioritaires par rapport à vous. Il faut les laisser d'abord faire le rond-point avant que vous vous engagez. Mais l'arrêt n'est pas obligatoire. Si vous approchez par exemple l'intersection, que vous regardez à gauche et à droite, ou bien vous regardez à votre gauche comme c'est un rond-point, et que vous voyez qu'il n'y a personne qui arrive, ou bien il peut y avoir des usagers qui arrivent mais qui sont encore loin là, vous pouvez vous engager sans problème. L'arrêt n'est pas obligatoire. On peut avancer. Voilà, celui-là, voilà, c'est le CD de passage. Maintenant, il porte une mention de distance, donc 150 mètres. Lorsqu'un panneau principal comme ça supporte un panneau saut, donc priorité au panneau saut. Donc en ce moment, quand vous le voyez, vous n'êtes pas encore à l'intersection. Donc il annonce que l'intersection vient à 150 mètres et c'est le même principe que le panneau qui vient de passer lorsque vous allez arriver à l'intersection. On peut avancer aussi. Celui-là par contre, d'accord? Alors c'est encore un signal avancé, il annonce l'intersection à 150 mètres, mais comme il est appuyé par un stop là, donc j'ai dit que le panneau prime sur le panneau principal. Donc du coup, quand vous allez le dépasser, à 150 mètres, vous allez tomber sur l'intersection. Mais l'arrêt sera obligatoire, même s'il n'y a personne à gauche et à droite. Vous devrez forcément marquer l'arrêt et puis repartir de nouveau. Vous allez voir que dans les villages, là, avant, c'est pas ce qu'on faisait. Quand vous arrivez là, vous devez déposer, vous êtes sur un engin à deux roues, vous déposez les deux pieds à terre et puis vous repartez. Donc voilà, c'est pas qu'avec la voiture, on ne peut pas descendre, poser les pieds. Mais les apprenants là vont comprendre la passation des vitesses, là, ceux qui sont les candidats aux examens, là, pour bouger d'un stop comme ça, et vous partez à la première vitesse. Si on peut avancer encore. Voilà, donc le stop est là aussi, bon, c'est la même chose. Donc, devant un stop, l'arrêt est obligatoire. Donc, voilà, vous marquez l'arrêt, vous regardez à gauche et à droite avant de vous engager. On peut avancer encore s'il y a d'autres. Voilà, on peut passer aussi, comme c'est le stop aussi, c'est la même chose. C'est ça. On peut aller encore, il y a d'autres. Voilà, ça par exemple, c'est un signal avancé. On dit quoi? Annonce des feux tricolores réglementant la circulation. D'accord? Il ne faut pas croire qu'il y a beaucoup à l'école qu'on les piège comme ça, on les demande comme ça, là, que c'est quel feu qui est allumé. Il y en a qui vont dire que c'est rouge, d'autres que c'est vert, d'autres que c'est jaune, d'autres même disent que c'est les trois feux qui sont allumés en même temps. Non, ce n'est qu'un panneau. Donc le panneau annonce que cette chose-là vient devant, non? Voilà, donc c'est un signal avancé. En général, on voit ça en agglomération, dans les villes, là, une fois que vous l'avez franchi, donc à 50 mètres... Le feu n'est pas loin. Voilà, à 50 mètres, là, vous allez tomber sur une intersection qui est régie par des feux tricolores. Dans ce cas, maintenant, à l'intersection, là, donc la priorité dépendra maintenant de la couleur du feu rencontré. Si c'est vert, vous passez. Si c'est rouge, vous marquez l'arrêt. Orange, si vous êtes engagé, vous passez. Si vous n'êtes pas engagé, vous marquez l'arrêt. D'accord? Donc, comme ça, là, par exemple, là, c'est après avoir dépassé le panneau qu'on peut tomber à l'intersection sur des choses comme ça. Voilà, on peut avancer aussi. Voilà, ça, là, le feu est vert. Voilà, là, vous êtes prioritaire. Voilà, on va voir. OK, ça, c'est un signal avancé aussi. Donc, ça annonce un rond-point. Donc, on dit carrefour à sens giratoire, priorité à gauche. Autrement dit, céder le passage à gauche au rond-point. D'accord? Alors, donc, c'est un signal avancé, comme j'ai dit. Et en général, encore en agglomération, vous le dépassez. À 50 mètres après, vous allez tomber sur un rond-point. Et donc, comme le rond-point ne peut pas être abordé des deux côtés, on aborde le rond-point toujours par la droite, mais d'après ce panneau, avant de vous engager dans le rond-point, là, regardez d'abord à gauche s'il y a des usagers qui viennent là, vous les laissez passer d'abord car ils sont prioritaires. Donc, normalement, quand vous allez dépasser ce panneau à l'intersection, vous allez trouver céder le passage, le panneau qui est passé. On peut avancer aussi, je pense que voilà ça maintenant. Donc, ça aussi, ça parle de rond-point, mais par contre, lui, là, il est en position. Donc, carrefour à sens giratoire obligatoire, priorité à droite, d'accord, vous êtes déjà arrivé à l'intersection, mais par contre, bon, vous n'allez plus céder le passage à gauche, hein. Ceux qui viennent à gauche là, c'est eux qui vont avoir de céder le passage. On dit qu'ils n'ont qu'à patienter pour vous laisser rentrer en premier dans le rond-point. Donc si vous arrivez devant le rond-point, que vous voyez ça, vous vous engagez immédiatement à votre droite. C'est pas un problème pour entrer dans le rond-point, mais une fois que vous êtes dans le rond-point, tous ceux qui viennent par la droite maintenant devront passer avant vous, d'accord.
Un rond-point aussi qui est fait sans signalisation, sans aucun panneau aussi, c'est le même régime. Priorité à droite, vous êtes le premier à vous engager. Mais une fois que vous vous retrouvez dans le rond-point là, ceux qui viennent par la droite là, doivent passer devant vous. Vous allez voir qu'il y aura l'engouement dans le rond-point. D'accord? Alors qu'en principe, un rond-point est fait pour désengorger, c'est-à-dire pour qu'il n'y ait pas de nœud dans l'anneau. D'accord? Donc avec ce rond-point là, c'est un peu difficile. C'est le rond-point avec le panneau de danger là qui facilite la circulation. Je pense que si on n'a pas épuisé, non, on a épuisé les images. Les images. Voilà. Merci beaucoup pour cette lecture-là. Vous nous apprenez à lire les panneaux et surtout au niveau des intersections. Maintenant, vous nous avez appris sur ce plateau, expliqué que c'est nécessaire de pouvoir lire et comprendre ce que nous disent les panneaux avant l'intersection. Mais au cas où on est dans une intersection où il n'y a pas de panneau du code de la route, alors comment on fait pour avoir la priorité, savoir qui est prioritaire par rapport à qui? Effectivement, ça c'est vrai. Voilà. Sinon, expliquer comme ça, là, les gens vont croire que forcément à chaque intersection, il doit avoir un panneau, par exemple, pour guider sur le régime de priorité, c'est-à-dire l'ordre de passage. Effectivement, on peut tomber sur un rond-point qui est, pardon, pas un rond-point, une intersection qui est nue comme ça, sans aucune signalisation, c'est-à-dire aucun panneau ne dicte l'ordre de passage. Dans ce cas, le code de la route dit priorité à droite. C'est ça. Bon, je vais demander le panneau qui venait de passer tout de suite là. Il y a un panneau qu'ils ont lancé, puis on est reparti. Si on peut me relancer, il y a un panneau. C'est ça. Voilà, ça. La lecture, c'est quoi? Intersection de 2 routes secondaires, priorité à droite. D'accord? Donc, si vous voyez ce panneau, ça veut dire que quoi? Vous allez aborder une intersection devant où il n'y aura pas de panneau pour guider sur l'ordre de passage. Donc, selon le code de la route, si vous abordez une intersection où il n'y a aucune signalisation donnant l'ordre de passage, là, chacun s'intéresse à ceux qui viennent à sa droite. D'accord? Ça veut dire que vous vous intéressez à votre droite. Ce qui vient à gauche ne vous intéresse pas. Le même principe, c'est que celui qui sera à votre gauche, il sera en train de regarder à sa droite. Vous allez faire une ronde comme ça. D'accord? On s'intéresse à sa droite. Intersection sans signalisation, priorité à droite. Autrement dit, céder le passage à droite. Si vous regardez à droite, il y a des gens qui viennent, patienter qu'ils passent d'abord avant que vous engagez. D'accord. Et donc, il faut bien noter ça. Alors, merci bien, M. Palenfo, pour ce thème. Pour terminer la chronique d'aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on dise un mot sur la surcharge, parce que nous sommes tombés sur une vidéo sur Internet qui a été beaucoup partagée aussi sur les surcharges, notamment de cars de transport de personnes, qui souvent aussi à transport de motos et tout ce qui va avec. Oui. Et je sais si la réalisation est OK, du moins, on va regarder la vidéo ensemble. D'accord. Et vous allez pouvoir conseiller les téléspectateurs par rapport à la surcharge souvent. Okay. Donc, avec la complicité de Michael, on pourra voir la vidéo, regarder avec nous, vous voyez à l'antenne. Alors, c'est une vidéo prise sur Internet, hein, donc on s'excuse de la qualité. Vous voyez? Donc, on voit des personnes qui sont perchées carrément derrière un car. Et vous voyez ces 2 personnes qui sont sur la moto. Hein, vous voyez, en haut, là, il y a 2 motos qui sont perchées. Et puis, à gauche, voilà, donc vous voyez. C'était vraiment pour diffuser ça et alerter quand même, parce que c'est grave. C'est le conducteur juste derrière eux, je crois, qui filmait avec le téléphone. Ah oui, les usagers qui suivent à l'arrière. À l'arrière. La personne est dans une voiture qui est en train de filmer. Et même si la vidéo était sonore, vous allez entendre la voix même de la personne. Mais vous voyez, je voulais que justement les téléspectateurs puissent voir ça et vous entendre dire un mot à ce sujet. Merci beaucoup, Michael. Donc, M. Palenfo, quand vous regardez des vidéos comme ça. Donc, ça, c'est l'inconscience. Non seulement, pas le conducteur là, c'est celui qui accepte d'aller s'accrocher en l'air là-bas comme ça là. Il ne sait pas quel risque il court. Ou bien celui qui est assis en haut et puis il dort. Ça veut dire que vous avez carrément renoncé à la vie. Sinon, moi, je ne peux pas comprendre quelqu'un qui peut faire ça. Imaginez ceux qui sont arrêtés à l'arrière, par exemple. Bon, la distance est longue. Avec le temps, là, vous allez voir que vous allez commencer par avoir mal au bras. Oui, vous pouvez lâcher prise facilement comme ça. Là. Vous tombez derrière quelqu'un qui vous suit. Vous êtes parti. Ceux qui sont assis en l'air là-bas aussi, là, d'accord? Il y a un qui dormait, qui dort. À tout moment, le danger peut te surprendre comme ça. Imagine qu'il y a un choc. Et tout de suite, au moins si tu es éveillé, tu peux chercher à te débattre ou bien comme ça là tu tombes, c'est cadeau. Sinon le premier enjeu même des surcharges là c'est quoi? Un cas comme ça que je vois, d'accord? C'est le déséquilibre du véhicule là. Le véhicule est déséquilibré, il ne tient plus, ça balance à gauche, à droite, ça balance à gauche, à droite. Il peut y avoir l'explosion de la roue parce que la pression d'air est trop, ça peut faire exploser la roue. Si la roue a explosé là, ça va déséquilibrer, vous allez quitter
comme on appelle la chaussée. Deuxièmement, lors des dépassements comme ça, là, en vous inclinant pour dépasser comme ça, là, vous pouvez ne plus redresser comme on appelle le véhicule là, et que vous allez aller dans les décors. Tout ça, là, ça va conduire aux accidents. Et que vous voyez, ces derniers temps encore, surtout vers Bourgogne encore, il y a eu des cas comme ça encore où les véhicules ont quitté la chaussée pour aller se retrouver. Comment on veut comprendre ça comme ça, d'accord? Donc, c'est comme j'ai dit, bon, normalement même là, c'est pas le conducteur qui est le problème, hein. C'est vous les usagers là comme ça. Est-ce que moi je vais voir un cas comme ça et puis oser aller m'accrocher là? Est-ce que c'est forcé de voyager le même jour là? Et ça même, du fait de me mettre dans cette position là, il y a le risque même que je n'arrive même pas. C'est ça, au risque de perdre sa vie, voilà. Est-ce qu'il faut forcer? Donc, faites pardon, voilà, grave, le conducteur aussi, voilà, c'est pas la peine. Normalement, en ville, ils ne chargent pas comme ça. Vous allez voir que les cars là, pour quitter la gare là, ils prennent normalement, mais sur la route là, bon, apparemment c'est les gombos comme ça, excusez le terme, donc ils veulent prendre encore les gens, même arrêter debout et tout, et ils empochent cet argent là. Pour des miettes comme ça là, si vous allez les sacrifier, la vie, que vous dites même que s'il y a un choc là, vous-même vous allez vous en sortir, c'est ça aussi. Sinon c'est vraiment dommage si on est en train de faire toujours des choses comme ça encore en circulation. Après tout ce que nous on fait sur, comme on appelle les plateaux et tout, sensibiliser, tout là, si on ose voir encore des choses comme ça, voilà, mais si c'est les forces de l'ordre, par exemple, vous tombez sur ça, comme vous devez forcément mettre le véhicule à fourrière, même hors circulation. Voilà, retirer le permis même du conducteur. Donc il y a la possibilité qui est arrivée maintenant au Burkina, non? Parce que c'est grave. Merci beaucoup, M. Palinfo, pour cette chronique. Et puis, on passe le bonjour également à ceux qui travaillent au niveau des agences de Victoire Auto-École, Somgandé, et au PDG. Oui, Somgandé, Kosoguin, Camboyensin, on revient à Tampouy et puis à Kilouin. Voilà. On parle aussi de Bobo aussi, hein, pour ceux qui sont du côté de Bobo. Bonjour aussi à vous. Merci beaucoup. On va marquer une petite pause de temps d'installer Honoré Onadia qui sera là pour nous donner les rendez-vous du week-end. Merci bien. Merci. Savan TV, la télévision des nouvelles cités. De retour sur ce plateau, vous le savez, chaque vendredi en fin d'émission, nous recevons l'honorable Honoré Onadia pour notamment les rendez-vous du week-end. Il est bien installé sur ce plateau, le très pétillant Honoré Onadia. Bonjour. Bonjour à vous, bonjour aux téléspectateurs et téléspectatrices de Savan TV, bonjour mon barak. Que le bon Dieu, dans son infinie bonté, exauce nos voeux et qu'il nous permette de semer cette graine de l'amour partout dans le Burkina pour enfin un retour de la paix. Amina Yarabi, Honoré, on débute les rendez-vous du week-end en festival, 11e édition du Soko Festival. Soko Festival qui bat son plein, hein, voilà, qui dès l'ouverture hier, en tout cas, regroupé plusieurs artistes autour de la valorisation de l'art ici au Burkina Faso, qui continue son bon nombre de chemin aujourd'hui, et ce jusqu'à demain, du côté bien sûr de l'espace Napambego, où des artistes se produiront pour le bonheur, hein, de toutes ces personnes-là qui vont effectuer le déplacement. Au programme, nous avons Aïda Dao, Simon Winsey qui sera de la partie, Elijah Dozos sera de la partie, Balimakam Sunkalo, Diankan, voilà, Dankan Tigui sera de la partie. Nous aurons Kipsa Kolom qui viendra également se produire pour le bonheur, pour ne citer que cela. Alors nous allons demander, lancer une invite à toutes ces personnes-là, désireuses de prendre part à cette 11e édition de Soko Festival, de se déplacer du côté bien sûr de l'espace Napambego à Agunga pour suivre ces différentes prestations. Ce serait une manière pour nous de contribuer à l'avancée de la culture, mais une manière également pour nous de hisser notre culture au sommet des sommets. Bien sûr. Deuxième information, parlons cinéma maintenant.
qu'est-ce qui est à l'affiche des salles de ciné? Alors, à l'affiche du ciné Ner Roya, c'est le film L'ombre du patron. C'est ce film-là qui vous est proposé depuis le 12 et qui continue son bonhomme de chemin ce jusqu'au 17, aux séances de 18h30, 20h30 et 22h30 pour un prix d'entrée de 2000 et 2500 francs. Donc, pour ceux-là qui ne l'ont pas encore suivi, c'est une aubaine pour vous de venir découvrir. Et à la demande des cinéphiles burkinabés, cette fois-ci, nous repelotons également du côté du ciné burkina avec ce film comique que l'on vous propose. Il s'agit bien sûr du PPS de Soum le sapeur. Alors, beaucoup de personnes n'avaient pas eu la chance de le suivre en salle de ciné. Alors, nous rebelotons et notre bonhomme de chemin a commencé depuis le 12, qui va continuer ce jusqu'au 25 janvier pour le bonheur de vous, chers cinéphiles du ciné Burkina. Alors, déplacez-vous aux séances de 18h30, 20h30 et 22h30 pour un prix d'entrée de 2000 et 2500 francs pour assister à un PPS hors pair. C'est le PPS de Soum le sapeur. On termine par les rendez-vous de Savane Média, Honoré. Les rendez-vous de Savane Média, c'est du jour aujourd'hui déjà à partir de 11h, votre émission en cadeau du jour. Un seul numéro à composer, c'est le 02 21 02 02 pour nous donner votre appréciation sur un sujet sur lequel on va débattre. Également, vous le savez, la rétrospective du Sonré à la télévision, c'est le samedi à partir de 14h et le dimanche à partir de 7h30. Quant à la rétrospective des pensées et proverbes partagés par le PDG himself, c'est le samedi et le dimanche à partir de 6h sur Savane TV. Et pour la rétrospective du Sonré du côté de la radio, c'est bien sûr le dimanche à partir de 6h. Toutes ces différentes rubriques vous seront proposées par le maestro affectueusement appelé Patorni Talando. Barthélémy Cabré se fera le plaisir de vous présenter ces différentes rubriques. Vous le savez également, Savane, c'est ce grand rendez-vous de l'information avec nos auditeurs, auditrices, mais également téléspectateurs et téléspectatrices. C'est demain sur l'ensemble du média à partir de 8h avec votre émission 100 minutes pour comprendre. 100 minutes pour comprendre. Pour votre bonheur, nous allons rediffuser l'émission précédente avec Burkin Bila et surtout le grand Silga. Alors nous allons vous demander surtout de ne pas zapper, car avec Savane Média, là où va la masse, c'est là que ça se passe. Merci beaucoup, Honoré. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. Inch'Allah, vendredi prochain. Dieu vous en remercie. Et nous, on se dit à lundi prochain, puisque le rendez-vous de Bonjour de façon, c'est du lundi au vendredi à partir de 7h30 et jusqu'à 9h. Mais permettez-moi en quelques minutes de dire merci à l'équipe de semaine. La réalisation a été assurée par Michael et Amego. Nous disons merci également à celui qui est au son. On dit merci donc à Laura au niveau de la production. Maïmouna a assuré le maquillage cette semaine et on dit merci à toutes ces équipes en salle de réalisation, en salle de production, en salle donc de diffusion, au niveau aussi de la rédaction, en salle de montage. Merci pour l'accompagnement tout au long de cette semaine. Allez, on se dit à lundi. Prenez soin de vous et bon week-end.